Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité aujourd'hui, on revient sur la condamnation de l'Algérie. Donc, notre pays a fermement condamné hier l'attaque terroriste perpétrée vendredi soir contre un bus qui transportait des touristes en Égypte et qui a coûté la vie à 4 personnes et a fait aussi 11 autres blessés. À Alger, l'opération de renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation a été entamée hier à travers l'élection par les élus au niveau des assemblées locales, donc APC et APUI, de leurs représentants au niveau de la Chambre haute du Parlement. On y reviendra plus en détail tout à l'heure dans l'édition de midi. Et puis, 5 membres d'une même famille ont malheureusement perdu la vie hier à Djelfa suite à une intoxication au monoxyde de carbone selon les services de la protection civile de la Wilaya. Et puis, 6 autres personnes ont aussi perdu la vie cette fois et 32 autres ont été blessées, cette fois-ci dans des accidents de la circulation survenus durant les dernières 48 heures dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi toujours par les services de la protection civile. Et selon un communiqué du ministère du Commerce, la période hivernale des ventes en solde au titre de l'année 2019 sera entamée en mois de janvier prochain, et ce à des dates différentes de ce mois selon les wilayas. À Bouira, le président du mouvement Al-Islah Al-Watani, Filali Rouini, a appelé hier l'élite politique et tous les partenaires sociaux à œuvrer pour l'unification des rangs afin de relever les défis socio-économiques et sécuritaires auxquels fait face aujourd'hui notre pays. Et selon la DGSN, les forces de police relevant des services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté 86 individus impliqués dans divers crimes, principalement le trafic de drogue. Ils ont saisi également plus de 250 comprimés psychotropes, toujours selon un communiqué de la DGSN. À l'est du pays, à Borj Bouarerij, prévu aujourd'hui des journées d'information sur les forces navales organisées par le commandement des forces navales relevant de l'armée nationale populaire, et un peu plus au sud à El Oued. Les participants à la 3e conférence Dr Aboul Qassem Saadallah, parcours scientifique à l'étranger, défis et perspectives. Donc c'est là le thème de cette journée. Donc les participants ont mis en exergue le parcours scientifique de cette personnalité qui a consacré sa vie à la préservation de l'identité des constantes nationales et de l'identité territoriale. Tout de suite, je reçois l'invité de la matinale et c'est un parcours de plus de 40 années d'expérience dans le domaine de la justice, un parcours brillant, pas des moindres. Il s'agit de Madame Fafa Silkhdar Benzerouri, présidente du Conseil national des droits de l'homme. Madame, bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, à l'instar des autres pays, l'Algérie a célébré il y a quelques jours le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc notre pays qui a toujours inlassablement œuvré à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Mais avant de parler de cela, on aimerait revenir sur les différentes activités organisées à cette occasion. Madame Fafa Silkhdar. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Tout d'abord, je présente en mon nom personnel, au nom des membres et des fonctionnaires du Conseil national des droits de l'homme dont j'ai l'honneur de présider, les salutations les plus distinguées à toutes nos téléspectatrices, à tous les téléspectateurs de Canal Algérie et entre autres notre communauté à l'étranger et puis les autres communautés aujourd'hui aussi. Effectivement, l'Algérie célèbre, à l'instar des autres pays, la 70e année de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été signée le 10 décembre 1948 par 58 pays à Paris.
et dont l'Algérie y a adhéré dans sa première constitution, la constitution de septembre 1963, en son article 11, et dont les 30 articles de cette déclaration relèvent de la dignité humaine, de la non-discrimination. Et donc, nous avons célébré tout au long de cette année 2018 cet anniversaire par différentes activités. Par rapport au temps qui nous est imparti, je pourrais peut-être évoquer les activités que le Conseil a faites durant le mois de décembre. Tout d'abord, du 1er au 5 décembre, nous avons organisé un atelier au profit des officiers de la Direction générale de la Sûreté nationale, en collaboration bien sûr avec une ONG, le PRI, Penal Reform International, dont nous sommes en collaboration depuis 2009. Et cet atelier, c'était pour former les formateurs. Et les mettre à jour aussi avec les changements et les modifications apportées récemment. Tout à fait. Donc, le 6, j'ai fait une conférence à l'École nationale des droits de l'homme sur justement la Déclaration des droits de l'homme et aussi la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays. Le 9 du même mois, j'ai fait aussi une conférence à la DGSN. Le 10 décembre, le Conseil a participé bien sûr à une conférence nationale qui portait sur un thème très important qui est l'article 188 de la Constitution, c'est l'exception d'inconstitutionnalité. Vous savez, jusqu'à mars 2019, les institutions qui pouvaient saisir le Conseil constitutionnel, c'était son Excellence le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil de la Nation, Monsieur le Président de l'Assemblée populaire nationale, Monsieur le Premier ministre, 30 sénateurs, 50 députés. À partir de mars 2019, toute personne, toute partie au procès qui pense que une législation dont dépend le litige, la solution du litige pour laquelle elle en est partie, peut saisir le Conseil constitutionnel. Même des particuliers? Pour quel type de situation, par exemple, toutes sortes de litiges? Toutes sortes de litiges, aussi bien un procès pénal qu'un procès administratif, par le biais évidemment soit de la Cour suprême, soit du Conseil d'État, qui constituent des filtres. Voilà, donc c'est une très grande avancée, le fait que tout justiciable peut saisir le Conseil constitutionnel pour dire que la disposition législative dont dépend la solution du litige porte atteinte à ses droits et libertés prévus bien sûr par la Constitution. Donc le 11 du même mois aussi, j'ai fait une intervention à l'Assemblée populaire nationale où j'ai mis en exergue 3 thématiques. La première, évidemment, c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ensuite, j'ai fait état aussi des manifestations du 11 décembre 1960 et surtout j'ai évoqué la résolution des Nations Unies qui porte le numéro 1514 qui a été prise le 14 décembre et qui a condamné toute colonisation et qui a demandé à ce que toute colonisation, qu'on devait mettre fin à toute colonisation sans aucune condition. Aussi, le 12 décembre, nous avons organisé un autre atelier, le 12 et le 13, et cette fois-ci, c'est avec messieurs et mesdames les journalistes,
puisque l'une de nos missions, c'est l'information et aussi la communication. Et puis, cette communication, cette information ne peut se faire que par l'intermédiaire de mesdames et messieurs les journalistes. Et nous avons souhaité à ce qu'on crée un réseau entre l'Institution nationale des droits de l'homme et les médias. Et le 13 aussi, j'ai participé à un atelier, le deuxième atelier, qui était organisé par le Conseil de l'Europe Nord-Sud et le ministère des Affaires étrangères pour justement parler de la promotion de la femme. Et là, j'ai mis en exergue toutes les dispositions, d'abord constitutionnelles et législatives, pour la promotion de la femme. Le 17 du même mois, j'ai assisté à l'ambassade italienne à la projection du film Sacco Event City, et là, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu une très grande violation des droits de l'homme et surtout du procès équitable. Le 23 décembre, évidemment, nous avons honoré le groupe des 22, en attribuant le prix des droits de l'homme, du Conseil national des droits de l'homme, dans sa 5e édition, au groupe du 22. Et enfin, le 24 et le 25, nous avons aussi organisé un autre atelier, alors avec comme thématique cette fois-ci, la cybercriminalité. Et voilà, donc, ce que nous avons fait. Gros, oui, d'ailleurs, c'est ce qui vous a empêché de venir. Il y a quelques jours, on devait vous recevoir sur ce plateau le jour même de la célébration. Ça prouve que vous êtes très actifs sur le terrain, et c'est tant mieux pour vous et pour les gens qui bénéficient de toutes ces formations. Madame Fafa Silkhdal, vous avez également présenté un rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Algérie de l'année 2017, un rapport que vous avez remis au chef de l'État. On note beaucoup de changements, beaucoup de modifications sur les plans législatifs et politiques suite à la révision constitutionnelle de 2016, et qui a donné lieu à l'adoption de plusieurs textes législatifs touchant à tous les domaines, donc droits civils, politiques, économiques, socio-culturels et même environnementaux. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir essentiellement? Quels sont les points forts de ce rapport? Parce qu'il y en a beaucoup et on ne pourrait pas les citer tous. Ce rapport, d'abord, je peux vous évoquer comment il a été préparé. Nous avons 6 commissions permanentes. La première commission, c'est la commission des affaires juridiques. La deuxième commission, c'est la commission des droits civils et politiques. La troisième commission, c'est la commission des droits sociaux, culturels, de l'environnement et économique. La quatrième commission permanente, c'est la commission de la médiation. La 5e commission, c'est la commission permanente de la femme, de l'enfant et des personnes vulnérables. Et enfin, la 6e commission, c'est la commission de la société civile. Donc, chaque commission prépare sa partie du rapport selon ses compétences, et nous ensuite nous réunissons en bureau. Le bureau est composé de ces 6 présidents de commission, plus ma personne et le secrétaire général. Et donc nous avons créé aussi un comité de rédaction présidé par M. Mechri, qui est président de la commission de la médiation, avec bien sûr comme membres les autres présidents. Et donc, nous le soumettons à la fin à l'approbation de l'Assemblée générale. Voilà comment il est préparé. Oui. Donc, ce rapport 2017, qui est pratiquement qui est le premier rapport du Conseil national des droits de l'homme, qui est devenu une institution constitutionnelle, comporte 6 chapitres. Le premier chapitre est relatif aux droits civils et politiques. Le deuxième chapitre est relatif aux droits sociaux, culturels, économiques et de l'environnement. Le troisième chapitre, c'est les droits
catégoriel. Alors voilà, c'est les acquis de la Constitution 2016 et la perspective de l'agenda 2030, les ODD. Le quatrième chapitre, il s'est orienté vers la société civile et le droit de créer les associations, parce que la société civile est un partenaire privilégié pour nous. D'ailleurs, nous sollicitons toutes ces associations pour qu'elles nous aident pour qu'elles soient partie prenante. Elle est partie prenante. Nous aussi, nous l'intéressons pour les formations. D'ailleurs, nous avons eu une formation à Genève le mois d'avril 2018 et y ont participé à cette formation à Genève des membres de la société civile. Et enfin, le cinquième chapitre, c'est la médiation, comment nous traitons les requêtes, quelles sortes de requêtes nous recevons. Et enfin, le dernier chapitre, c'est les recommandations que nous faisons au gouvernement. Et je vous dis, le Conseil national des droits de l'homme émet des avis, des recommandations, des propositions. Nous soumettons tous ces avis, ces propositions, ces recommandations au gouvernement, qui est libre de nous suivre si nous arrivons à le convaincre, comme il est libre de ne pas nous suivre. Très bien. Et ce qu'on retient également, c'est les réformes engagées dans le domaine de la justice et sa modernisation. Qu'est-ce que vous pouvez en dire à ce niveau? Vous savez, c'est la première fois où, je vous donne un exemple parce que nous sommes pris par le temps, où un code de procédure pénale évoque dans son article 1er que le code de procédure pénale est fondé sur les principes de la légalité, du procès équitable et du respect de la dignité et des droits humains. Et ça, c'est la loi du 27 mars 2017. C'est la première fois qu'un texte de loi parle d'un procès équitable, qui parle de la dignité et des droits humains. Donc c'est une très grande avancée. Je vous citerai aussi un autre exemple, c'est celui, par exemple, de la médiation en matière pénale, aussi introduite par la loi de 2015. Je vous citerai aussi, par exemple, l'article 60 qui est relatif à la détention préventive. Vous savez, cet article, il pose les 3 principes fondamentaux qui dirigent toute la procédure en matière de détention préventive. Le premier principe, c'est la durée, qui ne saurait dépasser 48 heures. Le deuxième principe, c'est évidemment la tâche immédiate du mis en cause avec son avocat ou ses parents. Et le troisième principe, évidemment, c'est l'expertise médicale lorsque le mis en cause la demande. Et s'il ne la demande pas, c'est à l'officier de police judiciaire de lui poser la question. Et puis, quand il s'agit d'un mineur, bien sûr, elle est obligatoire. Et le code de procédure pénale est venu aussi ajouter d'autres éléments, comme par exemple le choix du mis en cause de choisir son médecin. Et voilà, donc le Conseil national des droits de l'homme, il a fait des visites inopinées dans des lieux de détention. Oui, d'ailleurs, nous les appelons des chambres de détention et non plus des cellules de détention. Et nous avons eu la satisfaction de constater que les chambres étaient séparées selon les hommes, les femmes, les mineurs, se sont beaucoup améliorées. Tout à fait, tout à fait. Oui, et il y a eu aussi beaucoup de changements par rapport aux droits de l'enfant et de la femme algérienne surtout. Mais bien sûr, vous savez,
l'article 36, d'abord 34, 35 et 36 de la Constitution, il parle de la promotion de la femme, il parle de la non-discrimination et vous savez, l'égalité. De l'égalité, tout à fait. Nous avons comme je l'ai dit, nous avons une commission permanente de la femme, de l'enfant et des personnes vulnérables. Nous avons dernièrement créé une commission de suivi des recommandations de la CEDAW. La CEDAW, c'est le comité qui contre pour l'élimination de toute discrimination contre la femme. Et donc, l'Algérie a eu plutôt les Nations Unies ont fait des recommandations en ce qui concerne les femmes. Nous avons créé cette commission pour suivre justement les recommandations qui ont été faites et pour aussi aider notre gouvernement dans la préparation du futur rapport. Tout à fait. En tout cas, beaucoup de choses ont été faites par rapport à la femme algérienne. Nous n'avons qu'à constater la place qu'elle occupe dans la société aujourd'hui. On revient à l'Institution nationale des droits de l'homme qui a connu un saut qualitatif puisqu'elle a été promue, vous le disiez tout à l'heure, en institution constitutionnelle. Elle est passée d'un ministère à un observatoire, puis pour devenir aujourd'hui un conseil national. Il s'agit d'une institution indépendante qui est placée auprès du président de la République en sa qualité de garante de la Constitution. Donc, peut-on connaître un peu plus le fonctionnement? Bon, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 6 commissions, commencent à travailler et tout, mais par rapport aux personnes qui désirent saisir votre instance, quelles sont les démarches à entreprendre, Madame Fafa Silahter? Écoutez, je peux dire que notre institution, depuis sa création, a reçu diverses promotions. Et je citerai à titre d'exemple, en 2001, lorsque cette institution était observatoire, elle est devenue commission à laquelle on a ajouté la promotion. Elle est devenue commission nationale pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Et Monsieur le Président de la République, quand il a installé cette commission le 9 octobre 2001, il a dit ces termes, je peux le dire en arabe, احترامنا لحقوق الإنسان نستمدها من قيمنا الإسلامية ومن عبقرة الحضارة التي ننتمي إليها. Et donc, ça veut dire qu'on s'inspire de notre religion et tout en s'appuyant sur la modernité que connaît notre société. Tout à fait. Et puis la grande promotion, ce fut en 2016, lorsque elle est devenue constitutionnelle et placée auprès de Monsieur le Président de la République, comme vous l'avez dit, garant de la Constitution. Et c'est vrai que ce conseil reçoit toutes les requêtes de toutes les personnes qui résident en Algérie et aussi nos compatriotes qui résident à l'étranger. Est-ce qu'il y a une représentation à l'étranger, justement? Non, nous n'avons pas de représentation à l'étranger. Nous avons par contre une représentation sur tous les territoires nationaux. Nous avons 5 délégations régionales à l'Est, à l'Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et puis bien sûr le centre. Et ces délégations régionales sont dirigées par le délégué régional qui est membre du Conseil national des droits de l'homme et qui est aidé dans ses tâches par des correspondants locaux. Alors, à titre d'exemple, nous avons reçu jusqu'à jeudi passé, nous avons reçu 1438 requêtes. Alors, le terme arabe, le terme en langue nationale dit shakawi. Le shikwa, ça a une connotation pénale. En fait, c'est des requêtes que nous recevons. Et non pas des plaintes. Non, la plainte, ça a une connotation pénale. Donc, nous avons reçu 1438 requêtes. L'année dernière, à titre indicatif, nous avons reçu en 2017
848. Donc si on fait une opération de soustraction, nous avons eu un nombre presque 590 requêtes en plus de l'année dernière. Et là, ce chiffre n'est pas définitif puisque nous n'avons pas encore comptabilisé celles plutôt les requêtes des délégations. Délégation de l'Ouest qui est fonctionnelle et la délégation de l'Est aussi. Nous n'avons pas encore reçu le nombre des requêtes qui ont été adressées à ces délégations. Nous recevons aussi les personnes au niveau du siège. Nous avons reçu, à titre d'exemple, pour l'année 2018 jusqu'à jeudi passé, 826 personnes. Vous avez des jours de réception? Tous les jours. C'est tous les jours. Nous avons traité 963 requêtes qui ont été traitées. Et puis, toutes les personnes peuvent nous saisir par tous les moyens. Le moyen traditionnel, le courrier, la poste, le mail, le fax, et puis bien sûr notre site aussi par voie électronique, nous recevons les plaintes. Et puis nous avons reçu aussi toutes les nationalités. Nous avons reçu des Françaises, nous avons reçu des subsahariennes, nous avons reçu aussi des Européens. Donc on reçoit toutes les personnes qui résident sur le territoire national. Je le dis, c'est un Conseil national des droits de l'homme et non pas seulement de l'Algérien. Tout à fait, madame. Et vous me tendez la perche pour parler justement sur le plan international. Le Conseil national a œuvré depuis son installation à intensifier les échanges et à renforcer aussi les consultations et les coopérations avec les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales. Il y en a beaucoup. On cite à titre d'exemple le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, mais aussi les réseaux arabes et africains. Quelle place aujourd'hui occupe l'Algérie sur la scène internationale en matière de droits de l'homme et respect des libertés individuelles? J'évoquerai peut-être qu'en premier la GANRI. Le GANRI, c'est l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme, dont l'Algérie, l'institution algérienne, fut membre créateur en 1993 avec les principes de Paris. Et donc le Haut Commissariat, c'est à peu près le secrétariat de ce GANRI. Nous sommes aussi membres du réseau africain, le RINAD. Nous sommes membres aussi du réseau arabe des institutions nationales. Et puis l'Algérie a eu l'honneur de présider ce réseau. Et ma personne aussi a eu l'honneur d'être présidente de ce réseau. Nous sommes aussi membres de l'Organisation internationale de la médiation. Donc nous collaborons avec ces instances, nous cotisons tout à fait régulièrement au même titre que les autres. Nous participons avec nos rapports que nous adressons, avec la participation peut-être pour des thématiques, pour des conférences et surtout, nous sommes présents pour toute conférence qui a lieu un peu partout. Au mois de décembre, le Conseil national des droits de l'homme était représenté en Turquie, au Soudan, en Tunisie, au Maroc et aussi en Éthiopie. Donc nous collaborons avec toutes ces instances et tout ça pour d'abord... C'est peut-être dire que l'Algérie n'a rien à envier aux autres pays développés en matière de respect et de promotion, surtout des droits de l'homme peut-être. Mais je vais peut-être vous affirmer que l'institution algérienne est la seule institution qui a 7 présidents déchargés de toute autre fonction, de tout autre mandat, qui n'active que dans cette noble mission. Nous sommes le seul pays qui avons les 7 présidents, 6 présidents des commissions et moi-même.
Oui, moi j'aimerais bien, parce qu'on me dit qu'on est limité un peu par le temps, mais j'aimerais bien revenir sur votre brillant parcours, une carrière entamée depuis, enfin vous avez entamé, vous avez commencé dans le domaine de la justice dès l'âge de 23 ans, vous avez été juge au tribunal de Ain Timochet, puis première femme présidente du tribunal administratif d'Al Amriya à Sidi Bel Abbès, et certains témoins s'en souviennent particulièrement. À l'époque, ça n'a pas dû être facile pour vous d'introduire en qualité de femme le domaine, Madame Silrdal. Oui, si vous permettez, au tribunal d'Al Amriya, c'était un tribunal de droit commun. Oui. Le premier tribunal administratif dont j'ai eu l'honneur de le présider pour la première fois, ce fut à Alger. Non, puisque, vous savez, mon grand-père était magistrat, mon frère était à l'époque aussi magistrat, donc, et puis... Vous êtes descendante d'une famille magistrate, on va oui, dire comme mon ça. frère à l'époque était procureur de la République à Sidi Bel Abbès, et donc, non, puisque, vous savez, cette noble fonction est une fonction qui pratiquement qui est actuellement occupée par de nombreuses femmes. On va dire que vous avez été la première quand même durant les années 70 et par la suite au début des années 90, vous avez été aussi la première femme à avoir présidé des chambres pénales, civiles et administratives en passant par le tribunal criminel. Vous étiez magistrate à la cour spéciale anti-terrorisme. Ça n'a pas dû être facile pour vous déjà de gérer certaines peines prononcées peut-être? Écoutez, vous savez, le magistrat, il a un dossier et il juge selon le dossier qu'il a devant lui en ne prenant en considération que sa conscience professionnelle et puis le bon Dieu, voilà. C'est une période, vous m'avez dit l'autre jour, qui vous a particulièrement marqué, n'est-ce pas? Évidemment, évidemment, mais bon, nous sommes, il ne faut pas l'oublier parce que nous avons passé une décennie, une période très très sévère où nous avons été bien sûr menacés, nous avons été un peu marqué, mais bon, heureusement qu'avec l'avènement de Monsieur le Président de la République, nous avons retrouvé la sérénité, nous avons retrouvé la prospérité et ça, et grâce, la sécurité, grâce évidemment à la réconciliation nationale. Effectivement, et puis en 2010, vous avez été aussi à la tête du premier tribunal administratif d'Alger et en 2014, vous avez été élu juge international au tribunal de la Ligue arabe. Vous êtes aussi la première femme aussi dans ce tribunal depuis sa création en 1966 et ça ne peut que... Vous êtes, je peux dire, vous êtes la fierté, l'idole de la femme algérienne, Madame Fafa Silrdal. Oui, je vous remercie. Oui. En fait, en 2014, c'est l'Algérie qui a été élue au Caire et c'est Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Taïeb Louh, qui m'a désigné pour représenter l'Algérie au tribunal administratif de la Ligue arabe du fait de mon parcours dans le domaine administratif, puisque j'ai commencé d'abord à Tlemcen en 1990 à faire du droit administratif. Ensuite à la Cour suprême en 1996, à la Chambre administrative de la Cour suprême. Et en 1998, avec la création du Conseil d'État, j'ai passé quand même 10 ans comme président de section au Conseil d'État. Voilà, donc il m'a désigné à ce titre-là. Un combat de plus de 40 années d'expérience pour une justice souveraine et proche du citoyen. Tout à fait. Les perspectives du CNDH à l'horizon 2030 Oui, vous savez que l'Algérie a adhéré, elle a participé d'abord à Mérida, à l'Assemblée générale, d'où ont été édictés ces 17 ODD.
la constitution algérienne les a consacrés, les principaux. Je parle par exemple de l'ODD, l'objectif de développement durable numéro 3, qui concerne la santé, c'est l'article 66 de la Constitution. L'objectif numéro 4, relatif à l'enseignement, a été consacré par l'article 65 de la Constitution. L'objectif numéro 5, et c'est la non-discrimination, c'est l'émancipation de la femme, bien sûr consacré par les articles 33, 34 et 36 de la Constitution. L'objectif numéro 8, c'est l'emploi, consacré aussi par l'article 68 de la Constitution. L'objectif relatif au logement, c'est aussi numéro 11 et ça a été consacré par la Constitution. Et puis l'objectif numéro 16 qui est la paix, donc c'est consacré dans nos constitutions, dans notre constitution éternelle qui est la déclaration du 1er novembre 1954. Et donc l'Algérie, après cette assemblée générale de Mérida et cette adoption des 17 ODD qui découlent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a pratiquement consacré les principaux dont je viens de les énumérer. Et puis notre objectif, c'est qu'ils soient réalisés d'ici 2030. Et vous constatez avec moi qu'en matière de logement, je pense que d'ici 2030... on parlera plus de crise de logement. En tout cas, beaucoup de choses ont été faites. Malheureusement, on est limité par le temps. Je dirais juste seulement que tous ces efforts ont valu la première classe à notre pays en matière d'indice de développement humain. C'est ça, Madame Fafa? Et vous savez, selon ce classement numéro 1 et qui constitue la fierté de tous les Algériens, a été fait selon les critères du PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons un IDH, un indice de développement humain qui est supérieur à la norme internationale et c'est une fierté. Et là, je souhaiterais encore plus de prospérité pour l'année 2019. Inch'Allah, Madame Fafa Sil Khdar Ben Zerrouki, je rappelle que vous êtes présidente du CNDH. On termine l'année en beauté avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Nour Houda, mais avant de vous quitter, je rappelle que l'invité de la matinale reprend dimanche prochain. Donc toute la semaine, les téléspectateurs seront en votre compagnie, Nour? Avec plaisir. Merci beaucoup, Njma. Merci de toutes ces informations. Merci à votre invité aussi, à savoir Madame Fafa Ben Zerrouki Sid Khdar, qui est présidente du Conseil national des droits de l'homme. Merci à toutes les deux, puis bonne année, meilleurs vœux, belles choses pour cette année 2019. Alors nous poursuivons le programme de